Voilà, bienvenue. euh, donc, voilà. Hop. Bienvenue dans ce webinaire. Nous allons passer 1 heure et demie ensemble et j'espère qu'elle sera agréable, la plus agréable possible. Ce qui fait que nous nous réunissons aujourd'hui, c'est la présentation de chapitres et d'auteurs d'une anthologie qui est parue il y a maintenant quelques mois, anthologie que nous allons donc vous présenter. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle la séquence de cette avant-soirée ou fin d'après-midi. D'abord, une première présentation par Alberto Romellet et Franck Damour de présentation générale du livre, et puis quatre thématiques qu'on a choisies par intérêt pour leurs auteurs et pour les spécialistes qui en parleront. Julian Huxley par Jean-Yves Goffy, Max More par Salomé Bourg, le rapport NBIC par Apolline Talandier, et enfin Left Anonyme par Gabriel Dort. Et puis, il y aura une table ronde avec des questions que nous avons prévues, mais aussi les vôtres si vous souhaitez poser des questions. Voilà, on va essayer que ce soit dynamique. Et pour cela, je commence par présenter mes estimés collègues Alberto et Franck. Comme ça, ils n'auront pas à le faire. Et ils pourront, eux, présenter l'ouvrage que nous avons co-dirigé et auquel nous avons participé. Alberto Romellet est docteur, Alberto, tu corriges si je me trompe, hein, est docteur en philosophie. Il est chercheur associé à l'International Center for Ethics in the Sciences and Humanities de l'Université de Tübingen, après avoir été maître de conférence à Ethics, donc l'Université catholique de Lille, et il s'intéresse particulièrement à la philosophie de la technologie, aux technologies digitales et aux imaginaires technologiques. Et il a publié chez Routledge en 2020 Digital Hermeneutics, Philosophical Investigations in New Media and Technologies. Et Franck Damour, pour sa part, est professeur agrégé d'histoire. Il a failli donner un cours juste en ce moment même, mais heureusement, il a pu le déplacer. Il est chercheur associé de la chaire Ethics, donc UCL Lille toujours. Il s'intéresse aux mutations anthropologiques et donc au transhumanisme, plus spécialement à l'histoire du mouvement et à ses dimensions religieuses. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le transhumanisme, histoire, technologie et avenir de la réalité augmentée, chez Erol en 2019, et avec David Doat, Le transhumanisme, quel avenir pour l'humanité, Le Cavalier bleu en 2018. Ah, je vois qu'Apolline Talandier va nous rejoindre, est en train de nous rejoindre. Eh bien, Alberto et Franck, je vous laisse présenter le livre. Oui, on ne sait pas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. Ça fait un moment qu'on ne se voit pas. Effectivement, j'ai passé 3 ans à Ethics et puis je suis parti pour aller à Tübingen, où je travaille dans un centre en éthique des sciences et des sciences humaines aussi. On fait quand même encore des sciences humaines. Et on ne s'est pas coordonné avec Franck, donc j'ai un risque de dire des choses qu'ensuite, sans doute, Franck va dire d'une manière un peu plus détaillée. Mais bon, voilà, on va Je un peu m'adapterai. improviser. Hein? On va s'adapter. Oui. Bon, alors, tout simplement, tout d'abord, j'aimerais dire que non seulement je ne suis pas peut-être la personne la plus adapte pour présenter ces volumes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un expert de transhumanisme, mais surtout, je pourrais dire que le transhumanisme, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, j'ai eu classiquement un refus pour le transhumanisme, autant que personne qui essaye de s'occuper de philo des techniques avec une attitude plus ou moins empiriste. Donc, j'ai toujours pensé que le transhumanisme, c'est un ensemble de bêtises, et voilà. Donc, je pense que chaque pays a ses obsessions culturelles et je pense que le transhumanisme, c'est une obsession culturelle française. Le transhumanisme n'est pas discuté autant dans des autres pays. Je pense à l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, des pays que je connais un peu académiquement, où du moins, il n'est pas à discuter avec une telle virulence. Donc, c'est un peu ça. Or, en réalité, j'étais un peu en train
de dire un peu n'importe quoi, parce que j'aimerais dire, rectifier ce que je viens de dire. En effet, ce n'est pas totalement vrai que le transhumanisme ne m'intéresse pas, parce que c'est justement grâce au travail de certains membres de la chaire Ethics que j'ai commencé à apprécier la question du transhumanisme. Donc, justement, j'ai passé 3 ans à Ethics et donc ça m'a permis un peu d'apprécier cette chose. Alors, parmi les membres de la chaire, j'ai observé, tout en restant toujours un peu à la marge, un peu à l'écart du débat autour du transhumanisme, mais j'ai observé un effort considérable pour soustraire le transhumanisme à l'obsession et à la virulence, justement, au débat sans cesseur pour en faire un vrai objet digne de pensée. Or, on peut observer deux directions, hein, deux efforts qui ont été faits. D'une part, je pense aux recherches amenées autour du transhumanisme comme imaginaire, vision ou conception du monde, hein. Et là, on s'est posé effectivement des questions comme qu'est-ce que veulent les transhumanistes? Qui sont les transhumanistes? Sont-ils les Elon Musk et les Raymond Kurzweil, ou sont-ils plutôt les membres de l'AFT, donc l'Association française transhumanisme, des transhumanistes, qui nous ont préparé des sandwichs lors d'une conférence Transvision à laquelle on avait participé à Bruxelles il y a quelques ans. Sur quoi portent-ils leurs discours? De quoi sont ces discours les symptômes? Sont par exemple les symptômes d'un malaise par rapport aux objets techniques. Donc, je pense qu'il y a eu un grand travail au sein de la chaire de déconstruction, non seulement du discours à idéologie transhumaniste, bien sûr, mais aussi des discours aussi et peut-être surtout des discours accusateurs qui font d'une série de phénomènes sociaux assez hétérogènes une sorte de monolithe. Hein, et donc aussi un cible peut-être trop facile. Donc ça, c'est une direction que j'ai beaucoup appréciée dans les travaux de la chaire. D'autre part, hein, on s'est engagé au sein de la chaire dans un travail archéologique, archéologie des concepts, archéologie des sources, ainsi de suite, pour donner au transhumanisme une dignité proprement philosophique. Et je pense que ces volumes, ces livres qu'on a édités relèvent précisément de ce travail, de ce type de travail. Nous le disons effectivement dans l'introduction, le transhumanisme se veut pragmatique, hein, mais ses représentants n'ont jamais arrêté de s'engager dans une réflexion philosophique. Or, l'attitude de ces représentants est souvent celle de la contestation, on pourrait dire peut-être de la déconstruction aussi, d'antiques convictions à propos de notre corps, de notre lien présumé essentiel avec la mort, à propos des technologies, de notre rapport avec les technologies, ainsi de suite. Donc, pour rendre le transhumanisme à la pensée, et la pensée évidemment n'exclut pas le désaccord et le conflit, nous avons voulu, je pense, en ces livres, traverser les fondements philosophiques du transhumanisme grâce à cette récolte justement de textes. Il s'agit de textes souvent traduits en français pour la première fois, qui représentent, on pourrait dire, le socle théorique du transhumanisme, mais qui manifestent aussi une variété de thématiques. Voilà. Or, je pense que bon, j'ai plus ou moins tout dit, c'est-à-dire que je pourrais rentrer dans le détail de la structure du livre, mais peut-être Franck veut rebondir sur cette partie introductive et puis parler justement de la structure du livre. Merci Alberto, bonjour à tous. Oui, effectivement, lorsque la chaire s'est constituée, il y a eu un mandat de la région des Hauts-de-France autour de l'idée de participer, de structurer le débat, qui, comme tu l'as dit, est vraiment un débat très important en France, beaucoup plus que dans d'autres pays, peut-être une obsession locale autour de ce transhumanisme. Et c'est vrai que cette anthologie participe un petit peu de cet effort de structuration du débat, de mise à distance des éléments. C'est d'ailleurs en fait l'initiative ou l'idée initiale hein, de cette anthologie revient à Stanislas. Hein, voilà. Et l'idée, c'était à travers une collecte de textes qui forcément, hein, c'est une collecte en partie arbitraire, hein, de refléter un petit peu la diversité des tendances à l'intérieur, des hypothèses, des choix. Diversité, alors moi, ce qui me frappe surtout, c'est
cette diversité, elle apparaît aussi être celle de la nature des textes. Hein, et on a toutes sortes de choses. On a des traités philosophiques, il y a de la science-fiction. Alors on a retenu juste un auteur, on aurait pu en retenir beaucoup plus. Il y a des manifestes, il y a, voilà, on a des genres très différents qui témoignent à la fois du fait que sans doute il est très difficile, voire impossible et peut-être vain d'essayer de faire rentrer le transhumanisme dans une case hein, bien établie, qu'au fond, chacun a peut-être le transhumanisme qu'il souhaite, dont il a besoin. Chacun a plutôt tendance à construire son propre transhumanisme. Et l'idée de cette ontologie est de participer, ben, je dirais, au fond, un petit peu à la vie de cette idée et des questions qu'elle suscite. Des questions qu'elle suscite, parce que si c'est peut-être effectivement une obsession française, elle a sa fonction hein, en amenant toutes sortes de questions, on va dire, pour dire les choses rapidement, autour de l'anthropologie technique, hein, du rapport entre l'homme et les techniques. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, cette anthologie a été portée sur plusieurs années avec, je dirais, peut-être 2 ou 3 équipes différentes. Hein, et donc, il y a eu toute une maturation. Évidemment, c'est une œuvre collective ici. Alors, aujourd'hui, il y aura simplement 4 des participants, 4 des contributeurs de l'anthologie, mais en fait, il y en a eu beaucoup plus. Et ça, c'est très enrichissant aussi d'avoir cette diversité d'approches, de formation des uns et des autres. Et encore une fois, je pense qu'on va l'entendre, on va dire, de différentes facettes de cet objet qui peut-être n'en est pas un finalement, peut-être en est un, je ne sais pas encore. Je vais que, après avoir échangé de nombreuses heures à ce sujet, je n'ai pas un avis très arrêté finalement sur le fait que est-ce que le transhumanisme existe en tant que tel, ou est-ce qu'il s'agit d'une discussion protéiforme plutôt qu'un objet qu'on pourrait définir et cerner. Et donc, il y a aussi le troisième point, c'est la dimension un peu archéologique. Et ça me permet d'ailleurs de faire un peu une annonce, puisque les éditions Hermann, qui ont accueilli cette anthologie, vont aussi accueillir prochainement les fruits d'un colloque que nous avons organisé autour de l'homme augmenté dans les débats entre les deux guerres en Europe. Hein, et où, alors ce n'est pas directement le transhumanisme, mais on va dire que c'est peut-être un petit peu un proto-transhumanisme, je ne sais pas. Hein, et ce qui était très intéressant, c'est de voir que cette question de l'augmentation de l'homme par les technologies est un débat européen, hein, avec des lignes de force, hein, et qu'on ne peut pas le faire rentrer de façon, je dirais, étroite hein, dans des catégories qui existent déjà, comme l'eugénisme, etc. Qui là, il y a un questionnement différent. Hein. Et donc, ça participe effectivement de cette archéologie des idées, de cette idée-là en tout cas, auquel la chaire a essayé de contribuer. Voilà, Stanislas, je te redonne. Merci. Tout a été dit pour la présentation générale. Je vais peut-être me permettre de remercier devant vos yeux et dans vos oreilles, je ne sais pas trop comment le dire, Arthur Cohen des éditions Hermann qui ont tout de suite cru au projet. Alors le projet a mis longtemps parce que notamment il y avait des questions juridiques aussi de paiement et des questions d'argent, de paiement des droits aux éditeurs américains qui auraient pu être prohibitifs. Donc ça a pris du temps, mais Hermann a tout de suite cru au projet. Et un grand merci aussi à l'Université catholique de Lille et à la région Hauts-de-France qui ont apporté un financement sans lequel ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai vu que Jean-Yves Goffy s'était déconnecté ou avait été déconnecté. Il s'est reconnecté. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, professeur Goffy. Il est dans une sorte de Oui. zone. Il y a un souci parce que je ne vois pas de micro pour Jean-Yves Goffy. Oui. Alors, si vous nous entendez, Monsieur Goffy, je vous invite à vous déconnecter et à réessayer encore une fois. Il y a quelques minutes, il avait dit qu'il avait des difficultés quand il est arrivé. Il a dit que sa connexion était très... Il ne nous entendait pas bien. Et là, c'est nous qui n'entendons pas du tout.
Je vais peut-être essayer euh, de le mettre en salle d'attente et puis de recommencer. Il vient de quitter. Oui, c'est moi je viens de le mettre en salle d'attente et maintenant je le réadmets. Ça va peut-être fonctionner mieux ou pas. Bon, pour ne... Ah, voilà. Jean-Yves Goffy, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, j'ai une connexion qui n'est pas normale. Bon, nous, on vous entend très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est... En donc, on ne vous revanche, voit pas, mais on vous entend. vous voyez, Donc, on ne vous voit pas, mais l'important, j'ai c'est dû... qu'on... Pardon? Donc, on ne vous voit pas, mais on vous entend très bien, ce qui est quand même l'important. Donc, je vous propose de prendre la parole Voilà, une là, dizaine on de doit minutes pouvoir sur John m'entendre. Huxley. Ah ben voilà, on vous voit maintenant. J'ai dû me connecter sur un autre ordinateur parce que pour lui, il ne fonctionnait pas. Voilà. Ouais. Écoutez, maintenant ça va très bien. Donc on vous passe la parole une dizaine de minutes sur John Huxley et l'article que vous avez traduit et introduit. Euh, à vous la parole. Oui. Alors, donc dans l'autologie, l'article que j'ai traduit est un article de Julian Huxley, qui est intéressant en ce sens que c'est lui, semble-t-il, qui a forgé et mis en circulation le terme transhumanisme. Donc, quelques mots sur Julian Huxley. C'est un biologiste de formation. Il est le petit-fils de Huxley, le bulldog de Darwin. Il est le frère d'Aldous Huxley, qui a écrit le meilleur des mondes. Et très vraisemblablement, il a pris le terme transhumanisme d'une discussion qui avait lieu en France et qui a été documentée récemment auprès de quelqu'un qui s'appelait Coutreau et qui avait forgé ce terme. Bon, ce qui est intéressant chez Huxley, comme je l'ai dit, c'est que c'est un biologiste de formation et le premier texte qu'il a publié, c'est un texte qu'on trouve sur Internet et qui est placé sous un double patronage, celui de Nietzsche d'une part et de Bergson d'autre part. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, Huxley est un de ces philosophes qui a essayé de penser, un de ces philosophes biologistes qui a essayé de penser à la lumière de l'évolution et comme l'a fait dans un domaine assez différent Teilhard de Chardin, par exemple, il a nettement essayé d'intégrer dans sa vision du monde, dans sa pensée, des thèmes évolutionnistes. Et Huxley, lui, se représente les choses de la façon suivante. Il y a un mouvement qui anime la matière depuis l'origine, pratiquement, et qui a fait passer la matière plus complexe et élaborée jusqu'à l'être vivant. Et dans le développement de l'être vivant, dans l'évolution de l'être vivant, on a vu apparaître de plus en plus nettement des formes de vie plus sophistiquées, plus complexes, plus élaborées, jusqu'à cette révolution qu'est l'apparition de la pensée consciente. Et comme Teilhard de Chardin de son côté, il considère que l'apparition de la pensée consciente a véritablement marqué une césure. Jusque-là, l'évolution qui, pour lui, comme pour Teilhard de Chardin d'ailleurs, ne concerne pas seulement les vivants, la réalité dans son ensemble. L'évolution se faisait
sans se penser. À partir de la conscience, l'évolution devient consciente d'elle-même, l'évolution devient capable de se penser, devient capable de se réfléchir, devient capable de s'organiser et de se prolonger en avant d'elle-même. Et cette évolution devenue consciente, elle est pour lui quelque chose qui se passe dans l'humanité et par l'humanité. Autrement dit, jusqu'à l'humanité, l'évolution n'est pas encore consciente d'elle-même, elle devient consciente d'elle-même avec la pensée réfléchie qui est celle de l'être humain. Alors, lui considère, c'est un terme qu'il emploie dans l'article de 1957, où le terme transhumanism est véritablement mis en avant, il considère que l'homme a été en quelque sorte nommé gérant de l'évolution, nommé directeur de l'évolution, en charge d'elle et ayant la responsabilité de la poursuivre plus outre jusqu'au bout. Là où, à mon avis, il est transhumaniste, c'est dans cette idée que l'évolution devient consciente d'elle-même et est capable d'être prise en charge par l'être humain. Là où il n'est pas, me semble-t-il, transhumaniste au sens contemporain, c'est qu'il voit cette prise en charge s'effectuer essentiellement par des moyens matériels qui sont par exemple l'urbanisme, qui sont par exemple l'éducation populaire, qui sont par exemple le contrôle de la santé et le développement de quelque chose comme une sécurité maladie universelle. Et à chaque fois, il donne une valeur symbolique à ce qui est fait là. Autrement dit, la prise en charge de l'évolution, pour lui, ne repose pas essentiellement sur des moyens techniques, elle est quelque chose qui se fait par l'éducation, par la construction, par des moyens symboliques assez classiques, les beaux-arts, l'éducation populaire, une construction des villes et un développement des villes qui fasse place aux espaces verts, qui fasse place à toutes sortes de choses du même genre. Aussi, dire, dans les moyens biologiques qu'il envisage, il y a une forte composante eugéniste. Julian Huxley a toujours été en faveur de l'eugénisme, même si ce n'est pas un eugénisme raciste comme on peut le concevoir d'après certains de ses antécédents. Mais à chaque fois, il envisage quelque chose qui n'est pas purement de l'ordre de la technique. Or, il me semble, et c'est un point que j'ai essayé de souligner dans la contribution à ce collectif, il me semble que quelque chose qui est typiquement transhumaniste, c'est précisément, je ne dirais pas de tout jouer, de tout miser sur la technique, mais de considérer que les moyens technologiques qui sont ceux que nous sommes en train de découvrir sont des moyens qui devront être mis en œuvre sans aucune hésitation. C'est pourquoi je cherchais le passage où j'ai essayé de définir ainsi le transhumanisme. Dans l'anthologie, j'ai dit le transhumanisme contemporain, c'est un mouvement à prétention philosophique qui milite pour la transformation de la condition humaine. Jusque-là, Huxley pourrait être d'accord, par le développement de techniques sophistiquées. Là, Huxley hésiterait, je pense, parce que ce n'est pas de la technique qui attend la transformation de la condition humaine, visant au minimum à augmenter de façon radicale l'intelligence humaine et améliorer grandement sa physiologie,
et qui ne s'interdit pas, à titre d'objectif ultérieur, d'abolir intégralement l'héritage biologique de l'humanité afin d'accéder à des modes d'existence inédits. Et là, je pense que Huxley, sur ce point-là, reculerait. Pour lui, il ne s'agit pas d'accéder à des modes d'existence radicalement inédits qui aboliraient intégralement l'héritage biologique de l'humanité. Comme biologiste, il voit qu'il y a des pesanteurs de la réalité, que la dotation biologique de l'être humain, ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut intervenir dans une posture de toute puissance. Et donc, autant il admet que son projet est de prolonger l'évolution au-delà de Darwin, puisque pour lui, elle commence au cœur même de la matière, il refuserait ce qui est quand même très perceptible chez certains transhumanistes contemporains, il refuserait de tout miser sur des moyens technologiques. Et surtout, aussi, comme biologiste, il est sensible à la pesanteur de la réalité biologique, de la matière biologique, de l'étoffe biologique de l'humanité, et il ne considère pas, pour autant que je puisse m'en faire une idée précise, il ne considère pas qu'il est possible de tout faire. Donc voilà ce que j'ai essayé d'expliquer de façon un peu improvisée parce que la technique m'a joué un sale tour là, mais je pense quand même que c'est intelligible par rapport au projet de l'anthologie dans son ensemble et par rapport à Huxley lui-même. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, c'était remarquable, et encore plus remarquable si c'était improvisé. Et je dois dire que moi, c'était improvisé, effectivement. Moi, j'ai pataugé parce que avec les problèmes techniques, j'ai oublié de vous présenter, donc je vais le faire maintenant. Par contre, vous êtes en train de partager votre écran avec nous, Monsieur Goffi, et donc je vous invite à départager, à arrêter de partager cet écran-là. Parce que, oui, voilà, là, je suis en train d'essayer de le faire. mais c'est bon, on a récupéré votre caméra. Oui, Géraldine? Ça a été fait l'arrêt du partage d'écran. C'est bon. Ah, là c'est toi qui... Oui, de nouveau le partage d'écran. Mais écoutez, si on m'entend, Monsieur Goffi, je vous invite à essayer d'arrêter de partager votre écran. Et voilà, merci. Ah ben voilà, c'est parfait. Et je vais vous présenter maintenant. Alors, bon, vous êtes l'un des plus connus d'entre nous, mais peut-être que tout le monde ne vous connaît pas, donc je vais réparer cette erreur. Vous êtes professeur honoraire de l'Université Grenoble-Alpes, membre associé de l'Institut de philosophie de cette université, spécialiste des technosciences, de philosophie de l'animal et de bioéthique. Vous avez publié plusieurs livres et de très nombreux articles. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas de citer un ouvrage que vous n'avez pas écrit majoritairement, mais que vous avez préfacé, et je le fais parce que je sais que vous étiez proche de cet auteur qui est aujourd'hui malheureusement décédé, et parce que c'est un livre qui me paraît fondamental pour les études en langue française sur le transhumanisme. Il s'agit de Gilbert Autois, Philosophie et idéologie trans post-humaniste, Vrin 2017, que vous avez préfacé. Vous avez écrit beaucoup d'autres articles et plusieurs livres, je le disais. Et je vous remercie d'avoir contribué à cette anthologie et d'avoir bien voulu nous partager votre analyse de Julian Huxley ce soir. Je voudrais maintenant passer à Salomé Bourg, que je ne vais pas oublier de présenter, je le fais tout de suite. Elle est docteure en philosophie, chercheuse, sauf erreur de ma part, au Centre d'éthique et de philosophie contemporaine de l'Université Paul Valéry de Montpellier. Elle y est responsable du groupe CRISPR-Cas9, ou en tout cas, elle a été responsable du groupe CRISPR-Cas9. Elle a écrit plusieurs contributions sur le transhumanisme, notamment dans la revue Raison politique en 2019 et dans Philosophical Readings à nouveau en 2019. Elle a aussi contribué à nos deux précédents collectifs,
ce qui fait un peu de pub, Généalogie et nature du transhumanisme, paru chez Libère en 2018, et Le corps des transhumains, paru chez RS en 2019. Deux excellents ouvrages, en plus de celui-ci, hein, qui est aussi admirable, bien sûr. Et plus fondamentalement encore, donc elle a passé sa thèse qui porte sur le transhumanisme et qui sera publiée cette année-ci. C'est un peu décalé, en 2022. Il sera publié dès l'an prochain, mais nous nous rapprochons furieusement de 2022, donc quelques nuits à attendre en plus. Je vous passe la parole sur Max More. Oui, merci. Merci. Alors d'abord, merci à Franck Damour, à Stanislas Deprez et à Alberto Romele pour ce beau projet d'anthologie, hein, qui est quand même voilà, une des rares sources françaises sur le sujet pour ce qui est des textes fondamentaux. Alors, pour ma part, effectivement, j'ai pu traduire et présenter 2 textes de Max More qui sont pour moi, la base vraiment de la philosophie transhumaniste telle qu'elle s'est développée au cours des années 1990. Donc, avant d'en venir à ces 2 textes, les principes de l'extropie et la lettre à la mère nature, donc de Max More, quelques mots sur leur auteur qui est assez méconnu et qui pourtant a été pour moi une figure voilà, vraiment majeure du mouvement. Donc Max More, de son vrai nom, enfin de son nom de base, Max O'Connor, a fait des études à Oxford, notamment des études de philosophie, de politique et d'économie. Et c'est un temps important dans son processus, dans l'élaboration de sa pensée, puisqu'il y a été notamment initié aux réflexions sur la cryogénisation. Donc c'est au début des années 1980. Et c'est aussi à cette période qu'il a l'occasion de prendre contact avec la fondation de cryogénisation Alcor et de découvrir les travaux d'Eric Drexler et de Robert Ettinger notamment, donc qui travaillent en particulier sur voilà, des problèmes de sciences physiques, les nanoparticules pour Eric Drexler. Donc ces 2 figures ont été importantes pour lui puisque il va vraiment se focaliser d'abord sur la cryogénisation. Il va notamment fonder une société de cryogénisation au Royaume-Uni au cours de l'année 1986 et mettre au point une newsletter dédiée justement à ce sujet avec quelques jeunes étudiants qui s'intéressent aussi à ce thème. Il va devenir un membre important de la fondation Alcor à partir de l'année 1987, où il va notamment rejoindre l'Université de la Californie du Sud pour réaliser une thèse sur l'identité personnelle. Alors, il s'est particulièrement intéressé aux travaux de Derek Parfit, hein, qui a traité notamment le problème de la préservation de l'identité de la personne à travers le temps, des travaux qui se sont particulièrement appuyés sur des expériences de pensée qui ont vraiment alimenté la réflexion de Max More, notamment le problème de la préservation de l'identité à travers le temps, dès lors que l'on commence à modifier justement le corps à l'aide des technologies. Alors, il est féru de SF et il est notamment enthousiasmé par la prouesse que constituent les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et c'est ce qui va l'encourager à élaborer justement un système de pensée qui a pour ambition de cultiver l'optimisme et de nous débarrasser de ce qu'il appelle la pensée stagnante ou archaïque, qui est une pensée qui freine, d'après lui, le progrès scientifique et technique. Il considère que les êtres humains ont les moyens de prendre en charge leur évolution et justement en se servant des technosciences et que ces technosciences pourraient justement permettre à l'homme d'améliorer et d'augmenter ses capacités, que ce soit physiquement, intellectuellement, psychologiquement ou encore éthiquement, pour reprendre les termes de Max More.
ce projet-là qui le conduit à créer l'Institut de l'extropie, qui est une communauté virtuelle qui est créée pour des années 1988, entre 1988 et 1992, une communauté virtuelle qui, justement, a pour objectif de discuter des technologies de pointe en relation, justement, avec l'idée d'une amélioration de l'être humain. Alors, le terme extropie, c'est un néologisme que Max More invente avec T.O. Morrow, un autre étudiant en philosophie qu'il rencontre justement en Californie, qui est d'ailleurs une figure aussi importante de l'Institut de l'extropie, qui a participé à sa création. Alors, par ce terme extropie, il veut désigner une dynamique d'accroissement illimité de l'intelligence, de l'information, de l'énergie, de la vitalité, de l'expérience, de la diversité, des opportunités et de la croissance qu'elle doit entretenir. Alors, de façon un peu plus résumée et un peu plus synthétique, on peut dire que ce concept, en fait, énonce vraiment l'idée d'un progrès illimité vers la perfection à tous les niveaux. L'idée de perfection, pour Max More, ne renvoie pas à quelque chose d'arrêté. Il y a vraiment l'idée de se perfectionner constamment, justement à l'aide des technologies qui continueront elles-mêmes à se développer indéfiniment. Donc, l'objectif de ce concept, c'est aussi de s'inscrire justement contre cette pensée stagnante que j'évoquais tout à l'heure. Alors, la pensée stagnante, elle est, selon Max More, vraiment appuyée à la fois sur le principe de précaution en matière d'expérimentation et aussi sur l'idée qu'il y aurait une nature humaine qui serait fondamentale et intouchable. Donc, par cette idée de pensée stagnante, on peut aussi ajouter que Max More fait référence à toute pensée religieuse, en fait. Ça fait partie de ce qu'il combat dès ses premiers textes, pensée religieuse et les philosophies qui prônent l'acceptation de notre condition humaine, de notre finitude. Donc, il considère que ces pensées-là sont fondamentalement obsolètes, qu'elles ont eu un sens dans le passé, quand les technologies n'ouvraient pas les perspectives qu'elles semblent ouvrir désormais, que justement, grâce à ces progrès récents auxquels il assiste, et notamment aux promesses des procédés de cryogénisation qui se perfectionnent aussi autour des années 80 et 90, il pense que nous sommes en droit d'affirmer que dans un futur relativement proche, l'être humain sera capable de mettre fin au vieillissement et à la mort, tout en améliorant justement ses capacités, avant de parvenir même à dépasser leurs limites. Et donc, c'est dans cet objectif qu'il rédige notamment les principes de l'extropie, donc qui sont publiés dans un premier temps en 1990 dans un des numéros du magazine Extropie, un magazine qui est rattaché justement à l'Institut et qui est dédié justement aux idées transhumanistes, dont Max More et Tom Morrow sont les représentants à cette période. Et ces principes ont été révisés en fait jusqu'en 2003, donc la version qui est présentée justement dans l'anthologie. Alors ce texte se présente comme un manifeste qui va être une base à la fois pour les principes transhumanistes et la déclaration transhumaniste qui verra le jour en 1998. En fait, il faut distinguer les principes transhumanistes et les principes extropiens qui sont antérieurs et qui vont vraiment constituer la base de cette pensée de l'amélioration humaine.
Alors, il y a 7 principes que je n'ai pas vraiment le temps du coup de développer, et ils sont voilà, qui abordent en fait, qui énoncent les différentes facettes du concept d'extropie, et ils sont alliés justement à la lettre amère nature qui énonce l'idée que, enfin qui appuie l'idée que qu'il est temps de prendre en charge notre évolution. Alors, juste pour finir, Max More, ce n'est pas forcément un penseur académique, il est assez autodidacte, et ses travaux sont une base juste sur le plan intellectuel, mais il n'est pas forcément dans l'optique d'un transhumanisme pratique, en tout cas tel qu'il sera revendiqué par des personnes comme Left Anonyme, dont on entendra parler tout à l'heure. Mais je reviendrai éventuellement sur ce point dans la discussion. Merci. Toutes mes excuses. Alors, donc Salomé Bourg, je vous adressais un message juste à vous, que les autres ne l'ont pas vu, mais mon message consistait à dire il vous reste 1 minute, et donc ce qui est alors c'est très gentil d'avoir resserré votre discours. Bon, voilà, vous n'avez pas eu le temps de tout dire, mais ceux qui ne l'ont pas encore fait liront votre introduction et le texte de More dans l'anthologie. Merci beaucoup. Et puis, dans la discussion, peut-être que vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, effectivement. Mais voilà, le temps passe, et donc, on passe aussi à la suite, en l'occurrence à Apolline Talandier, que je présente, qui est titulaire d'un master en théorie politique de Sciences Po Paris et doctorante au Centre d'études européennes et de politique comparée et au Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies. Vous voyez bien que je ne parle pas bien anglais. Ses recherches portent sur la légitimation du transhumanisme par les milieux universitaires et les acteurs économiques, particulièrement Google et Humanity Plus. Et elle va nous entretenir du rapport NBIC qu'elle a donc, traduit et introduit dans l'anthologie, rapport NBIC dirigé par Rocco et Bainbridge. Mademoiselle Talandier, je vous passe la parole pour 10 minutes. Merci Stanislas Desprez, et merci à vous et à Franck Damour et à Alberto Romele pour cette invitation à participer à l'anthologie et à traduire un extrait du rapport NBIC. D'abord, je voudrais commencer en m'inspirant de la provocation d'Alberto Romele un peu plus tôt, par préciser que je ne suis pas nécessairement la meilleure personne pour parler du rapport NBIC, notamment parce que je ne m'intéresse personnellement pas beaucoup à ce rapport-là, et aussi parce que je ne suis pas du tout spécialiste de politique publique, ni aux États-Unis ni en France. Mais je n'en étais pas moins ravie de travailler sur ce texte, et tout de suite, je vais vous donner quelques éléments, vous proposer quelques éléments d'historicisation de ce thème de la convergence technologique, quelques réflexions sur la réception, notamment académique, de ce rapport, et la question de son rapport au transhumanisme et des enjeux définitionnels qui nous intéressent tous, je crois, ici. Donc ce rapport, c'est le premier d'une série de rapports sur la convergence qui font suite à des conférences qui sont organisées en 2001 par Mihail Rocco et William Bainbridge, vous l'avez dit, donc les deux auteurs qui ont édité le rapport NBIC, mais aussi une série d'autres sur ce même thème de la nanotechnologie, la biotechnologie, l'informatique et les technologies et les sciences cognitives. Donc, le premier coordinateur du rapport est un ingénieur qui joue un rôle central aux États-Unis dans le programme de recherche et développement sur les nanotechnologies, l'initiative nationale sur les nanotechnologies, National Nanotechnology Initiative en anglais, qui est lancée en 2000 aux États-Unis. Et l'autre, William Bainbridge, est sociologue qui a travaillé notamment sur la sociologie des religions et qui enseigne à George Mason University. Donc ces deux auteurs, dans sa série de rapports, proposent d'explorer ce qu'ils appellent les fondements intellectuels de la convergence. Leur idée, c'est que
c'est qu'une unification fondamentale au niveau de la science, mais aussi une unification des progrès technologiques va permettre d'améliorer les performances humaines. Dans le rapport NBIC, on trouve plus d'une cinquantaine de contributions qui portent sur des aspects différents de cette possible renaissance. Et donc, c'est un texte, le rapport lui-même et ses contributions, qui est ouvertement prospectif, mais aussi spéculatif, donc qui se permet de recourir à l'imaginaire pour envisager ce que ces progrès scientifiques et technologiques pourraient permettre dans le futur en termes de transformation sociale, de transformation des rapports entre individus, de transformation de la communication interpersonnelle. Donc, les auteurs insistent notamment, donc, comme je l'ai déjà dit, sur 4 domaines en particulier: la biotechnologie, la nanotechnologie, les sciences de la communication et les sciences cognitives. Ce qui est important dans leur proposition, c'est que ces développements ne vont pas avoir lieu d'eux-mêmes. Cette nouvelle renaissance ne va pas avoir lieu d'elle-même. Elle nécessite un nouvel aménagement des connaissances et notamment de faire tomber des barrières intellectuelles et de faire tomber des barrières entre les disciplines et de renverser une sorte de hiérarchie traditionnelle des savoirs qui empêcherait le progrès scientifique et technique. Un autre élément que j'ai essayé de mettre en avant dans les extraits choisis pour la traduction, c'est que le modèle de ces savoirs doit être toujours les systèmes naturels, notamment la cellule. Et la complexité de la cellule permet de penser la complexité de systèmes dans d'autres domaines. Donc peut-être que là vous aura sauté aux yeux déjà dans les quelques mots de présentation de ce rapport que je viens de donner, ces thèmes d'une unification de la science et de la technologie ou de l'analogie fondamentale entre les systèmes biologiques et les systèmes physiques. C'est des thèmes qui sont prégnants en fait dans le discours scientifique américain à partir de la Seconde Guerre mondiale. La promesse de l'innovation qui est rendue possible par l'hybridation des disciplines, c'est quelque chose qui commence notamment avec le projet Manhattan donc pendant la guerre et qui va innerver tout un imaginaire des sciences aux États-Unis. C'est l'idée donc qu'il faut faire travailler ensemble des ingénieurs, des scientifiques de disciplines très différentes et que c'est cette synergie-là, cette fluidité des connaissances-là qui va permettre des prouesses sans précédent. Un autre élément important quand on parle de cybernétique, donc la cybernétique qui est, pour le dire vite, la science des systèmes complexes, mais qui recouvre encore une fois tout un tas de projets disciplinaires au départ séparés. L'idée fondamentale de la cybernétique, donc, c'est notamment telle qu'elle est popularisée par Norbert Wiener aux États-Unis avec son ouvrage paru en 1950, l'usage humain, The Human Use of Human Beings, si je ne me trompe pas. Donc, c'est l'idée qu'on peut utiliser les mêmes outils théoriques pour penser des systèmes humains, mais aussi des systèmes non humains et des systèmes physiques. Et que donc tous ces systèmes peuvent être compris grossièrement comme des entités en relation dynamique avec leur environnement et dont l'équilibre dépend de cet échange d'informations avec un système plus large. Donc là, je tire vraiment un portrait très, très caricatural de la cybernétique, dont je ne suis pas spécialiste, mais et je vous renvoie par exemple aux travaux de Ronald Klein en anglais.
et aux travaux notamment de Catherine Hayles, dont je pense tout le monde ici est un peu plus ou moins familier. Donc, Catherine Hayles, théoricienne théoricienne critique, théoricienne de la littérature, qui a notamment proposé dans un livre qui a fait date à la fin des années 90 que les thèmes cybernétiques contribuaient à un déplacement du sujet libéral, parce que justement le système humain, le système biologique était pensé comme en interaction avec d'autres systèmes, et que donc on mettait fin à cette idée de l'autonomie individuelle. Le deuxième moment important, donc ça nous renvoie un peu à une généalogie de thèmes cybernétiques, de thèmes de pensée du système qui s'enracinent dans les années 50 et qui innervent tout un tas de pratiques techno-scientifiques aux États-Unis par la suite. Et le deuxième moment important, c'est le tournant des années 70, notamment pour le discours des futurologues américains. Donc, la futurologie ou les études sur le futur cherchent à prédire et à prévoir les transformations des sociétés humaines, notamment par rapport à la technologie. Et à partir de la fin des années 70, un certain nombre de futurologues américains et d'organisations de futurologie vont s'intéresser à ces thèmes de la synergie, pas seulement de la synergie entre technologies, mais de la synergie entre êtres humains, et elles vont se réapproprier notamment des idées de Teilhard de Chardin, l'idée de la noosphère, etc. À la fin des années 70. Et il me semble que cette idée de synergie, elle est intéressante parce que c'est exactement le même thème qu'on retrouve dans le rapport NDIC. Et donc vraiment l'idée que la mise en commun de formes de production de connaissances séparées traditionnellement par des disciplines va permettre non seulement des nouveaux progrès technoscientifiques, mais aussi une nouvelle connaissance de l'homme et une nouvelle connaissance et une nouvelle forme de société humaine. Donc, vous savez, par exemple, ce petit... Non, mais le temps est... Ah oui, pardon. 11 minutes. Alors, oui. je vous laisse terminer il me reste... en 30 secondes. Mais désolé. Oh là là, je suis désolée. Bon, alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est peut-être la manière dont il naturalise une certaine vision du progrès technologique, avec l'idée que ces développements qui vont permettre l'amélioration sont un peu inéluctables. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant, par exemple, par Bernadette Bensaud-Vincent. Bon, et sinon, les analyses de Jean-Pierre Dupuis, je ne les reviens pas, mais peut-être que vous les avez tous en tête. Et simplement, je pense que l'attention qui a été focalisée sur ce rapport comme le symptôme d'une sorte de métaphysique transhumaniste à l'œuvre dans les programmes de recherche et développement américains pose un certain nombre de problèmes sur lesquels on pourra revenir dans la discussion. Et la question de la construction d'un canon transhumaniste par les chercheurs, notamment francophones. Voilà, merci. Ok, ben on y reviendra. Désolé d'avoir dû vous couper. C'est pour laisser aussi du temps à la discussion. Mais de fait, on pourra. Eh bien, donc passons tout de suite alors au dernier intervenant avant la discussion, Gabriel Dort, que je présente. Il est docteur en philosophie, à la fois en philosophie et en sciences de l'environnement. Sa thèse a porté sur le mouvement transhumaniste contemporain. Il est à présent chercheur postdoctorant financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique pour un projet sur la gouvernance de la géo-ingénierie solaire et les théories du complot. Et il est basé à l'Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam et au sein du Harvard Program on Science, Technology and Society. Il est aussi chercheur associé de la chaire Ethics, où il a initié une recherche pour la transition énergétique à l'Université catholique de Lille.
Et il va nous parler de quelqu'un qu'il connaît, je pense, sauf erreur de ma part, qui est donc Left Anonyme. Et eh bien, Gabriel, la parole est à toi pour 10 minutes, donc jusqu'à 18h09, 10. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, ouais, je vais essayer d'aller assez vite. En fait, bon, rapidement, qui est Left Anonyme? Donc, c'est une jeune biohacker anglaise qui a apparemment commencé son activité en 2007. Donc, c'est assez tôt hein, par rapport à ces 10 ans qui a déjà été mentionné tout à l'heure. Et alors, une petite mention, ça fait écho aussi au texte de Martine Rothblatt et surtout à l'introduction par Laurent Allard dans l'anthologie. Left, donc c'est son prénom, apparemment, je veux dire, c'est un pseudo évidemment, mais tout le monde l'appelle comme ça, y compris son copain, en tout cas quand je l'avais rencontré il y a 1 an et demi, je crois. Donc elle se définit comme gender neutral, mais ça lui est égal au fond. Je le précise pourquoi? Parce que ça se retrouve dans son écriture. Et ça, c'est quand même assez difficile. On n'a pas beaucoup parlé de traduction pour l'instant, mais j'ai beaucoup buté là-dessus dans la traduction. Et j'ai fait un choix arbitraire, il y en avait d'autres, mais d'utiliser l'alternance en fait arbitraire entre le masculin et le féminin. Parce que quand elle dit biohacker, eh ben, en français on est obligé de dire un ou une. Donc voilà, c'est pour ça que le texte est volontairement un peu bizarre parfois. J'ai essayé qu'il soit le plus bizarre possible par rapport à ça. Mais le français est quand même assez limité pour penser autre chose que des grosses dichotomies. Fin de la parenthèse. Mais c'est pas sans lien avec la question du transhumanisme, évidemment. Le texte date de 2011. Il s'appelle H+ Underground Transhumanist Biohacking Primer. Et il est publié en ligne et je viens de vérifier encore, il est à ma connaissance introuvable sur son blog, donc qui fait peu référence, donc qui est son vaisseau amiral, donc Sapiens Anonyme, qui, pour des raisons qui m'inquiètent un peu d'ailleurs, est inactif depuis un peu plus d'une année. Elle est sortie des radars là, depuis le mois de janvier 2020. J'ai essayé de la contacter récemment, mais pour l'instant sans succès. Donc le texte, lui, flotte un peu dans le cyberespace. Donc là, j'ai rien coûté aux éditeurs en termes de droits d'auteur, puisque c'est un texte du domaine public. Et puis, donc, elle présente ce qu'elle appelle un sous-type spécialisé du transhumanisme. Là aussi, les termes sont un peu interchangeables, mais elle préfère biohacking ou grinding. Biohacking, bon, ça désigne plusieurs choses. Ça désigne aussi des enjeux de biologie de garage, par exemple, ou même dans un certain sens le quantified self. Mais là, il s'agit véritablement de quelque chose d'assez... Enfin, elle considère en fait les nerfs comme des conduits électriques. Beaucoup de scientifiques pourraient être d'accord avec ça. Et à ce titre-là, ils peuvent être piratés, détournés, augmenter, etc. Et comment elle fait ça? En s'insérant dans la pulpe des doigts des aimants en néodyme de 2 mm de rayon, 1 mm d'épaisseur. C'est des procédures tout à fait artisanales, extrêmement douloureuses, et donc tout ce qui est de plus courageuse, et suivi d'effets secondaires. Donc beaucoup de ses écrits reviennent consistent à expliquer les erreurs qu'elle a faites pour que d'autres ne les fassent pas après elle. Donc il y a vraiment une dimension d'exploration, de pionnière. Elle est reconnue d'ailleurs comme une des pionnières de ces implantations de petits dispositifs sous-dermaux, je ne sais pas comment on dit en français, et donc de la communauté plus large des biohackers. Et puis donc vraiment la question de l'erreur comme quelque chose dont on peut apprendre et où c'est pas grave, mais par contre on avance et on met en commun nos résultats. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort, qu'elle hérite évidemment du milieu hacker plus largement. Donc les aimants, ils font quoi? En fait, ils s'interfacent avec les nerfs et ils réagissent aux champs magnétiques. Donc ça lui donne des perceptions qu'elle compare à comme des toutes petites aiguilles
fait des sortes de picotements, mais qui n'ont pas la même couleur, si j'ose dire, s'il s'agit de champs magnétiques d'un micro-ondes ou d'un portique de sécurité ou d'un ordinateur, etc. Donc c'est un sixième sens qui est finalement assez... ça prend quelques jours avant que l'aimant commence à réagir avec le système nerveux. 3 points que je voudrais mettre en relief par rapport à ce texte, que j'ai découvert à peu près au moment où il est sorti. Moi, il m'a énormément aidé dans ma recherche sur le mouvement transhumaniste, le mouvement militant transhumaniste, spécialement français, l'Association française transhumaniste, sur laquelle j'ai fait mon terrain de thèse, parce qu'il met en tension, en fait, le mouvement transhumaniste de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle se revendique du transhumanisme, elle cite ses auteurs les plus importants, Nick Bostrom, Max More et d'autres, Ray Kurzweil, mais elle en pointe ou elle en dénonce deux problèmes, qui est une forme d'exclusivité, c'est-à-dire c'est pour l'instant dans des laboratoires assez technologiquement avancés, donc c'est pas accessible à tout le monde, loin de là, et ça ne le sera pas avant très longtemps. Et puis le très longtemps, c'est-à-dire une focalisation sur le futur. On parle essentiellement, ça a été le cas aussi ici beaucoup, de quelque chose qui viendra après. Elle, ce qui l'intéresse, c'est maintenant, et agir aujourd'hui avec les moyens dont on dispose. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais qu'on a beaucoup de courage et de désir, eh ben on fait un peu avec les moyens du bord. On commande des trucs sur Internet, et puis on s'y met. Et donc elle parle de cette frustration vis-à-vis de la stagnation des groupes transhumanistes existants. Elle dit qu'il faut quand même que les gens se mettent à faire quelque chose de concret, sinon, je cite, restera une brume évanescente pour un autre siècle. Et donc elle compare souvent, elle reconnaît tout ce qu'elle doit aux transhumanistes militants, classiques, qu'elle appelle old school aussi. Et puis elle dit, une biohacker est assise à la table de sa cuisine, stérilisant ses mains afin d'y insérer un prototype de dispositif d'expression sensorielle. Donc et le principal problème, c'est bon, il y a des insuffisances dans le transhumanisme. Elle s'y adresse, elle essaye de les compléter ou disons de faire avancer la discussion sur un plan différent, et elle voudrait bien que les transhumanistes plus classiques s'y intéressent. Et reconnaissent les apports de ce genre de pratique, de ce transhumanisme pratique dont parlait Salomé. Et donc, moi, ce que ce texte-là m'a aidé à comprendre, et c'est ce que j'essaie de traduire aussi dans l'introduction, c'est d'une certaine manière qu'elle nous montre que les transhumanistes revendiqués comme tels, c'est-à-dire, par exemple, les transhumanistes français dont nous avons un représentant parmi nous ce soir, ou d'autres, tous ceux qui se disent « je suis transhumaniste », et donc à qui qu'on ventriloque pas, qu'on fait pas parler en disant « vous êtes transhumaniste », ces gens-là sont des militants. Ils sont captés par leur militantisme, c'est-à-dire dans un débat très polarisé, pour ou contre, et peut-être que Left ressemblerait plus à une activiste, si c'est une distinction proposée par Stengers dans Civiliser la modernité, première version, pour ceux qui connaissent. Donc l'activiste cherche à activer d'autres possibles dans un milieu spécifique, son milieu, quitte à le régénérer, quitte à insuffler de nouvelles définitions ou problématisations. Et à l'inverse, la militante serait celle qui laisse, je cite, réduire les situations de lutte à des terrains de lutte définis par les termes de la lutte. Et ça, c'est très, très fort quand on regarde les transhumanistes associatifs, qui sont sans arrêt captés par le débat public et sommés de répondre à des accusations qui sont toujours les mêmes. Il y a une immense inertie du débat, en fait, depuis justement 10-15 ans. Et donc, chaque fois qu'ils essayent d'articuler autre chose, on pourra peut-être en parler plus tard, par exemple la déclaration viridienne publiée par l'AFT récemment sur les enjeux écologiques, ou la déclaration technoprogressiste faite par plusieurs groupes technoprogressistes anglais, américains et français. Ces choses-là, finalement, ont de la peine à exister dans le débat public, parce qu'on ramène le transhumanisme à une sorte d'abstraction figée comme ça.
Donc là, de l'intérieur du mouvement, de cette littérature-là militante, je trouve que le texte de Left Anonyme est vraiment singulier et nous fait voir quelque chose que moi, personnellement, je lui dois. J'avais pas réussi à voir avant de la lire. Et je crois que c'est très, très important. Et ça permet de voir une tension par rapport à un autre texte très court que j'ai traduit dans l'anthologie, la déclaration transhumaniste. Puisque cette déclaration parle d'inclusion, d'examen pondéré des risques, de peser des intérêts, de forums de délibération, etc. Quelque chose de très inclusif. Donc c'est une matrice du mouvement qui est évidemment, qui est très importante pour les militants et les militantes. Mais là, pour Left Anonyme, il y a les gens normaux qui sont potentiellement un peu des obstacles, et puis il y a les gens curieux. Et ça, la curiosité, c'est la vertu cardinale. Et il n'y a pas à devoir convaincre tout le monde. Voilà. Et donc là, je crois que ça donne un plan aussi pour savoir à comment s'adresser au transhumanisme, sur quel plan s'y intéresser, pour reprendre la provocation d'Artaud. Merci beaucoup, Gabriel. Ça lance le débat ou la table ronde. Alors, je vous propose de commencer par une question donc prévue où interviendront, ou à laquelle répondront les intervenants, mais je vous demanderai de répondre brièvement pour qu'on puisse aussi d'autres personnes, Didier Cornel par exemple, comme représentant de Technoprog ou d'autres, ça leur laissera aussi la possibilité d'intervenir, de poser des questions ou de donner un avis pour qu'il y ait un aspect aussi donc de débat. Alors que je retrouve mon papier avec la question, voilà. Donc, question pour lancer le tour de table. On en a déjà un peu parlé dans l'heure qu'on vient de passer ensemble. Au fond, est-ce qu'il est pertinent de chercher à définir ce phénomène à bien des égards fuyant qu'est le transhumanisme? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment pourrait-on faire? Alors, je propose je ne sais pas qui parmi les intervenants a envie de commencer sur cette question-là. Bon, sinon je désigne. Hein. Allez, Apolline Talandier. Oui, alors la question, c'est est-ce qu'il est possible et désirable de définir le transhumanisme? Exactement. Oui, moi je pense que c'est utile parce que ça recouvre quand même un phénomène au moins social intéressant. Je serais plutôt d'avis de suivre une définition pragmatique, donc soit effectivement en incluant principalement dans l'étude du transhumanisme les personnes qui se disent transhumanistes et qui font partie d'une association ou d'une organisation qui est officiellement transhumaniste. Après, pour des raisons disciplinaires, donc en histoire intellectuelle, par exemple, on serait un tout petit peu moins restrictif, donc on ne prendrait pas pour base le fait d'être membre d'une organisation, mais par exemple le fait d'être considéré systématiquement comme transhumaniste par des gens eux-mêmes qui se disent transhumanistes et de circuler dans les mêmes cercles, par exemple, pour pouvoir intégrer des gens comme Robert Ettinger, dont on a parlé, qui, à ma connaissance, a parlé de transhumain, mais ce n'est pas forcément dit transhumaniste ou pas tout de suite. Enfin, en tout cas, pour parler des transhumanistes un petit peu avant la lettre, dans les années 60-70. Merci. Peut-être Salomé Bourg. Oui, alors c'est vrai que ça fait quelque temps maintenant que je réfléchis au transhumanisme. On a eu l'occasion aussi d'en parler ensemble. C'est vrai que c'est un phénomène assez difficile à circonscrire, à cerner. Pour ma part, je pense que bon, ça ne devrait pas être un problème pour chercher à le définir. Il y a quand même des points communs qui se retrouvent dans les différents courants. Qui partent effectivement d'une base et ça peut être, alors peut-être pas la déclaration transhumaniste dans sa totalité, mais quelques éléments, donc l'esprit de cette déclaration. Et je pense que c'est important de continuer à travailler sur ce sujet parce que même si quelque part j'ai l'impression que c'est un peu retombé dernièrement, ça reste un mouvement qui
qui alimente toute forme de pensée aujourd'hui, sans forcément se nommer, qui a vraiment intégré le champ intellectuel à tous les niveaux, jusque dans des travaux, en particulier d'Annie Lebrun, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de liens à faire. Et du coup, avoir ce bagage-là permettrait de comprendre aussi des problématiques actuelles, en particulier en France. Merci. Je continue mon tour de table de désignation. Jean-Yves Goffy. Oui, alors, bon, moi j'ai toujours pensé, comme Gilbert Autois d'ailleurs, que le transhumanisme avait une prétention philosophique. Alors, prétention ici, ça ne veut pas dire prétentieux, mais que les transhumanistes ne se contentent pas d'être des pragmatiques qui veulent simplement avoir une action dans le champ social. Ils prétendent justifier par des arguments leur propre projet. Alors, quel est ce projet? Bon, je l'ai rappelé tout à l'heure en présentant Julian Huxley. Il y a aussi Rémi Soussan qui a proposé une définition. Monsieur Goffy, on ne vous a pas entendu pendant en tout cas, moi, je vous ai entendu pendant une vingtaine de secondes. Donc, si vous pouviez reprendre votre dernière phrase. Je suis désolé, mais donc, je disais que j'ai rappelé tout à l'heure. Pardon. J'ai rappelé tout à l'heure, quand j'ai présenté Huxley, ma propre définition du transhumanisme qui était assez. Bon, décidément, oui. Et on a vraiment des problèmes de... Oui, j'ai un problème de connexion. Je pense que j'ai été coupé. Donc, je disais que j'ai rappelé tout à l'heure ma propre définition du transhumanisme. Dans l'ontologie, il y a celle de Rémi Soussan, qui est beaucoup plus économique, qui dit « c'est la conviction que la technologie permet de dépasser les contraintes de la nature humaine ». Et je pense que c'est ce qui est véritablement le noyau du projet transhumaniste. Merci. Alors, Paul Joret a demandé la parole. Et Alberto Romellet aussi. Paul, si tu veux bien, je propose qu'on fasse un rapide tour de table des intervenants et puis tu seras le premier à qui je passerai la parole après. Ça te convient comme ça? Je proteste énergiquement. mais je sens que tu t'inclines quand même et je t'en remercie. Alors, Alberto. Mais si tu veux laisser la parole aux intervenants, moi je suis un non-intervenant en réalité. Donc, je peux venir après Paul Jorion en fait. Gabriel a levé la main aussi, et donc lui, c'est sûr, c'est un des intervenants qui a parlé 10 minutes. Donc, Gabriel, tu as la parole, et puis on fera Paul et Alberto. D'abord, Gabriel. Oui, c'était pour compléter le tour de table sur la question de la définition. Et bon, il y a plusieurs réponses à ça. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup occupé qui m'occupe encore. Et donc, j'aurai bientôt une proposition spéculative à ça qui sera un petit peu caustique. Mais c'est trop tôt. Par contre, il y a des choses vachement intéressantes à observer au ras du terrain des acteurs. C'est que cette question-là de savoir qui est transhumaniste et qui ne l'est pas, elle est constamment, c'est un enjeu, c'est vraiment un enjeu de lutte, un enjeu de définition, un enjeu de champ, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que moi j'ai assisté à des réunions de transhumanistes où il y avait un tour de table et tout le monde disait finalement je suis pas sûr vraiment d'être transhumaniste. D'accord? Et à l'inverse, on a des choses dans le débat public, par exemple, qui consistent à dire lui il est transhumaniste. Alors que vous trouverez jamais Elon Musk ou même Ray Kurzweil, ça va être difficile, surtout depuis 10-15 ans,
de le trouver, de revendiquer du transhumanisme comme tel. Ça n'empêche pas de dire des choses qui peuvent être renvoyées au transhumanisme, mais quand même, ça c'est un geste dont il faudrait peut-être plus assumer la dimension interprétative. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on renvoie certaines personnes à un certain champ ou à une certaine idéologie, ou appelez ça comme vous voulez, mais ça va pas de soi. Il faudrait peut-être expliciter aussi qu'est-ce qui permet ce geste-là et donc le soumettre à la discussion. Et les transhumanistes eux-mêmes, on leur envoie souvent, par exemple les technoprogressistes, j'ai assisté des dizaines de fois à cette situation, où c'est-à-dire, je sais pas, des philosophes ou des journalistes leur disent non mais vous n'êtes pas vraiment transhumaniste, nous on veut voir les autres, les vrais, ceux qui font peur. Hein. Et donc cette espèce de dynamique comme ça, toujours instable, je crois que c'est ça qui est intéressant c'est une des choses vraiment qui m'intéresse dans le transhumanisme, c'est cette instabilité même. Et par exemple, dans le cadre de l'obsession française dont parlait Alberto, on voit bien aussi que c'est pas autonome ce truc-là. C'est-à-dire que ça fait partie de quelque chose qui est assez connu dans les débats sur les technologies émergentes en France depuis longtemps, qui est le thème du retard français, qu'on nous resserre à toutes les sauces, en ce moment sur la 5G, etc. C'est quelque chose qui est très ancré aussi de l'administration française. On dit toujours, oui, la France doit rattraper son retard par rapport aux États-Unis, maintenant par rapport à la Chine, etc. Et le transhumanisme est tout le temps embarqué là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir 2 minutes pour réfléchir. Il y a toujours quelque chose de plus important. Il y a quelque chose de... C'est l'invasion des idiots à la Deleuze, quoi. Merci. Alors, les mains n'arrêtent pas de se lever, mais donc on va les faire dans l'ordre. Hein. Paul, c'est à toi. Oui, merci. C'est une question qui s'adresse à Salomé. Tu as mentionné très rapidement en rapport avec ce que tu disais le nom de Annie Lebrun. Est-ce que tu pourrais élaborer un tout petit peu? Alors c'est un nouveau domaine auquel je m'intéresse, nouveau entre guillemets. Donc j'ai notamment lu ses derniers travaux. Là, je m'apprête à aborder le dernier ouvrage, Se situera cela, où justement elle a introduit une réflexion sur le rapport à la technologie et la façon dont un nouvel ordre justement économico-social est en train de se... Alors vous l'avez lu. Je suis en train de commencer. Voilà, c'est un point que je n'ai pas encore fini voilà, d'élaborer complètement. Voilà. Il y a un certain nombre de liens à faire, à mon sens, avec ce qu'elle propose, mais pas qu'elle, hein, en fait. D'accord. Merci Salomé. C'est parce que Annie Lebrun, c'est ma meilleure amie. J'allais l'appeler tout à l'heure et alors je voulais lui mentionner ça. Voilà. Bon, et bien donc voilà encore un auteur on peut parler à lire. d'ici peu. Oui, et Paul, ce sera l'occasion de mettre Annie Lebrun en contact avec Salomé Bourg, par exemple. Si ça intéresse Salomé, oui, très volontiers. Oui. Oui. Alberto. Oui, alors je pense que Gabriel sait bien que je suis toujours d'accord avec lui. Sa perspective sur le transhumanisme, c'est la perspective que moi j'ai complètement adoptée. Donc c'est ma référence. Non, à part ça, je pense dans l'esthétique et la philosophie de l'art, il y a toute une série de théories qu'on appelle néo-wittgensteiniennes, parce qu'à un certain moment, on s'est dit la seule manière de définir l'art, c'est de dire qu'on ne peut pas définir l'art. Et la seule chose qui définit une œuvre d'art, c'est une sorte de aire de famille. C'est-à-dire, on n'arrive pas à dire ce que c'est l'art, mais si on voit quelque chose que c'est de l'art, plus ou moins on le reconnaît. Bon, je propose d'utiliser le même style de pensée pour définir le transhumanisme, c'est-à-dire ce qui implique aussi justement les bords, les frontières et les doutes. Voilà, donc c'était juste ça. Ok, merci. Alors, quelqu'un qui se revendique du transhumanisme, c'est Didier Cornel. Didier, la parole est à toi. Oui, bonjour ou bonsoir. Hein. Étant aussi fonctionnaire, pour moi, c'est déjà bonsoir. Un peu d'humour. Voilà, comme vous m'avez invité à m'exprimer, je vais m'exprimer, mais assez brièvement finalement. J'aime bien la définition qui a été donnée tout à l'heure, conviction que la technologie peut dépasser la nature humaine. Ça me paraît finalement une bonne synthèse. Après, conviction, je veux dire,
j'imagine que personne ne conteste que la technologie peut dépasser la nature humaine. Ça me paraît un fait et pas une conviction. Alors, c'est un terme qui est devenu tellement polysémique dans l'acception et tellement caricatural souvent que c'est certainement épuisant de l'utiliser avec… donc, il y a des gens, comme les gens qui sont ici, qui font des analyses, on va dire, pour lesquelles il y a des désaccords, mais qui ne sont pas caricaturaux. Mais comme Gabriel l'a rappelé, il y a des gens, et y compris dans les milieux universitaires, qui font des analyses qui sont totalement caricaturales. J'ai lu des choses, heureusement j'ai oublié le nom de la personne, donc ça tombe bien, mais des choses, il va de soi que le transhumanisme a pour objectif de multiplier les inégalités entre les humains. Quel transhumaniste va dire ça? Peut-être qu'il y en a un ou deux qui le pensent, mais qui ne le diront jamais. Voilà, donc pour moi, le mystère, c'est la peur caricature aussi forte de certains. Et comme je mettais dans le chat de manière humoristique, peut-être il y a certainement de la diversité dans les transhumanistes, mais peut-être que le facteur le plus liant, ce sont les fantasmes et les peurs quant au transhumanisme. Voilà. Et puis pour moi, mais comme pour la plupart des transhumanistes, je pense que la question, ce n'est pas finalement tant que ça dans le terme, mais quels sont les domaines dans lesquels nous souhaitons des améliorations et comment est-ce que nous les souhaitons. Et la dernière chose, c'est en tout cas je pense pour la plupart des transhumanistes, si on devait recommencer un mouvement aujourd'hui, on n'utiliserait pas ce terme parce que notamment il ne comprend pas les aspects des progrès technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais ça ne sert à rien. Recommencer comme cela en utilisant un autre nom, ça ferait que les gens qui nous connaissent déjà de manière positive nous perdraient de vue et ceux qui nous connaissent déjà de manière négative nous retrouveraient en disant vous êtes des crypto-transhumanistes. Voilà. C'est tout pour le moment. Enfin non, c'est tout pour cette petite intervention. Merci. Merci beaucoup. Apolline Talandier, vous avez levé la main tout à l'heure, il y a quelques minutes, mais peut-être que c'est plus d'actualité, je ne sais pas. Votre micro est coupé. C'est toujours sur la question de la définition, mais si vous voulez passer à un autre thème, je ne veux pas retenir la conversation. Mais sinon, il reste 3 minutes, donc je pense qu'on ne va pas commencer un autre thème. Donc, allez-y. Oui, je voulais proposer aussi quelques aspects idéologiques qui permettraient de définir quand même ce que c'est qu'une vision transhumaniste du monde, au-delà de la définition sociale. Et donc de la prétention philosophique qui implique une forme de contestation de la nature humaine qui se traduit dans certains usages technologiques, qui est quand même une définition très très vaste dans laquelle on pourrait mettre beaucoup de monde, bien plus que les personnes et les projets qui nous intéressent. Je vous propose, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'importance d'une prétention morale, donc le transhumanisme c'est aussi un projet moral et politique, soit une obligation morale qui se formule à l'égard de soi-même, soit à l'égard des générations futures, par exemple. Il y a un autre aspect, c'est l'importance des dynamiques évolutionnaires, notamment qu'il faut prendre en compte, par exemple quand on élabore une théorie morale ou quand on réfléchit à la survie de l'humanité ou à la survie de l'intelligence dans le futur. Il faut penser à cette survie en termes de mécanismes évolutionnaires, y compris quand on est dans un futur post-biologique. Ça, je pense que peut-être que les plus pragmatistes d'entre vous ne sont pas forcément d'accord, mais il me semble qu'il y a quand même je ne sais pas ce que Didier Kernel en pense, une vision d'un grand futur dans lequel, une vision d'un futur dans lequel plus de choses sont possibles, dans lequel il y a plus d'espace, plus de ressources, moins de souffrance, etc. Et donc, il y a quand même une sorte de récit cosmique dans lequel on passe d'une humanité à quelque chose d'autre et dans lequel voilà, la place de l'être humain dans l'univers change. Voilà,
Merci. Peut-être, alors, je propose quand même de terminer, allez, en gros, vers 18h30, même si on prendra peut-être une ou deux minutes de retard, mais comme on s'est engagé à commencer à l'heure et à terminer à l'heure, on va respecter ça. Et c'est bien si certains d'entre vous sont frustrés. Je dis ça parce que Gabriel a écrit un message disant qu'il était prêt à rester quelques minutes de plus. Bon, si on a un peu de frustration, c'est pas grave parce qu'on ne va pas régler la question de la définition du transhumanisme aujourd'hui. Ça vous invitera à acheter le livre et à le lire ou à le relire, et c'est magnifique. Peut-être le mot de la fin pour Franck, parce qu'en tant qu'historien, tu as peut-être un autre regard sur cette définition du transhumanisme. Non, je ne sais pas si j'ai vraiment une autre, une autre définition à apporter. J'aime bien l'idée de prêter attention au statut et à la façon dont les personnes que l'on rattache au transhumanisme se positionnent. Par exemple, ce que Gabriel évoquait, la définition qui est donnée d'activiste, on pourrait très bien l'utiliser pour quelqu'un comme Bainbridge, par exemple, qui n'est pas un simple théoricien ou un sociologue des religions, mais qui a intimement tissé des liens entre sa carrière et ses champs de recherche et ses convictions personnelles, hein, dans des domaines très variés, hein, qui vont de la sociologie des religions aux jeux vidéo, et à son rôle, je dirais, dans le domaine de, de la recherche publique, hein, avec des institutions publiques. Voilà. Il me semble que prêter attention au statut, au positionnement et au type je dirais, d'idées, hein, pas forcément au contenu, mais au type d'idées, à la façon de les promouvoir, de les incarner, me semble être une porte d'entrée, une clé intéressante. Merci beaucoup. Il est 18h31. Je propose qu'on termine ici. Encore merci aux différents intervenants et aux autres participants. Merci à Géraldine qui gère les aspects techniques de main de maître. Et donc, si vous voulez revoir ce webinaire, il sera disponible sur la page YouTube d'Ethics, je crois, enfin je pense. En tout cas, c'est enregistré. Et, je vous dis à bientôt ou pour certains et à plus tard pour d'autres. Au revoir. Au revoir, merci.